Donne-lui 25% ou tu ne fais plus partie de la famille, a dit maman. J'ai refusé. Elle m'a giflé si fort que je suis tombé par terre. Je me suis relevé, j'ai souri et je suis sorti. À minuit, mon téléphone affichait 83 appels manqués. Le bourdonnement régulier du chauffage de la voiture ne faisait rien pour arrêter mes tremblements sur le parking des urgences, un endroit calme pour s'asseoir et réaliser que je venais de perdre toute ma famille. J'ai appuyé ma tête contre le volant, essayant d'ignorer le goût métallique et âcre de cuivre qui me tapissait la langue. Une douleur pulsatile me remontait le poignet gauche, un amer souvenir d'avoir percuté le parquet quelques heures plus tôt. L'écran éblouissant de mon téléphone personnel éclairait l'habitacle sombre. Des dizaines d'appels manqués encombraient l'écran, la plupart venaient de ma mère, et beaucoup d'autres de ma petite sœur, Chelsea. À 38 ans, je passais mes journées en tant que PDG de Heal Neuromotion, à concevoir des systèmes robotiques pour aider les patients victimes d'AVC à remarcher. Je réparais des circuits brisés, je aidais les gens à se rétablir pour gagner ma vie. Mais les personnes qui m'appelaient en ce moment ne cherchaient pas à guérir, elles paniquaient parce que leur plan élaboré était en train de s'effondrer. Mon téléphone professionnel a vibré doucement dans le porte-gobelet. Un seul appel. J'ai répondu, et mon avocate, Elena, a complètement passé les politesses. Elle m'a dit que le courtier représentant notre entreprise rivale venait d'envoyer une demande d'urgence. Chelsea leur avait garanti par écrit 25% de ma société, et maintenant les acheteurs voulaient une preuve de propriété avant minuit. 7 heures plus tôt, ma seule préoccupation était de survivre à un autre dîner tendu. Le trajet jusqu'à la salle à manger privée du Carré Country Club avait été calme et sombre. Une pluie légère rendait les routes de Caroline du Nord glissantes, et des feuilles mouillées de chêne rouge collaient au bord de mon pare-brise. La température tournait autour de 18 degrés, juste assez frais pour la veste légère que je portais sur une blouse en soie. C'était le vendredi 16 octobre 2026, une soirée d'automne tout à fait normale. Je me suis garé près de la sortie, une habitude défensive que j'avais développée au cours de la dernière année. Avant d'entrer, j'ai envoyé un SMS rapide à Elena sur mon téléphone professionnel, lui demandant de se tenir prête si mes proches abordaient notre évaluation confidentielle ou nos droits de brevet. Puis j'ai mis l'appareil en sourdine, l'ai glissé dans ma poche gauche et ai mis mon téléphone personnel dans la droite. La salle à manger privée sentait fort l'ail rôti, le vin cher et le vieil argent. Chelsea était assise en face de la table, faisant tourner un verre de merlot. Ma petite sœur me souriait de toutes ses dents, son sourire parfait ne laissant rien paraître de l'hostilité que nous partagions habituellement en privé. À côté d'elle se tenait notre mère, Barbara, déjà engagée depuis 3 phrases dans une histoire recyclée sur les sacrifices qu'elle avait faits pendant notre enfance. Et puis il y avait Craig, mon oncle, qui se trouvait également être notre directeur financier, assis confortablement en bout de table. Je l'avais engagé 9 ans plus tôt lorsqu'il avait perdu son emploi précédent, pourtant il était assis ici ce soir sans invitation, jouant parfaitement le rôle du patriarche bienveillant. Une épaisse chemise couleur crème reposait juste à côté de mon assiette. Je ne l'ai pas touché, bien que mes yeux soient restés fixés sur le papier cartonné. Chelsea s'est penchée en avant, appuyant ses coudes sur la nappe blanche, et sa voix ruisselait d'une douceur calculée. Elle a expliqué qu'elle ne voulait plus de salaire de l'entreprise, qu'elle ne voulait pas de contrat de consultant, et qu'elle ne voulait certainement pas d'option d'achat d'actions. Elle voulait la propriété, une propriété réelle et immédiate. Craig a hoché la tête lentement, utilisant son ton le plus raisonnable et le plus apaisant. Il m'a assuré qu'il me resterait bien plus qu'assez de richesse. C'était tout simplement juste, a-t-il soutenu calmement, puisque la famille bâtissait cet empire ensemble. J'ai gardé les mains croisées tranquillement sur mes genoux, ressentant le poids distinct des 2 téléphones dans mes poches, et j'ai posé 3 questions simples. Pourquoi 25%? Qui a préparé ces documents? Et d'où sortez-vous cette évaluation à 50 millions de dollars? Le silence est tombé sur la pièce comme une lourde couverture. Le tintement des couverts s'est arrêté net. Chelsea a cligné des yeux et des larmes ont afflué instantanément alors qu'elle regardait notre mère pour demander du soutien. Maman a frappé du plat de la main sur la table, faisant teinter les verres d'eau en cristal. Elle a crié que j'étais profondément ingrate, que Craig avait déjà vérifié l'accord de consentement sur le brevet principal, et que ce transfert était une affaire conclue, que cela me plaise ou non. Craig a vérifié le consentement sur le brevet principal, ces mots sont restés suspendus dans l'air calme entre nous, confirmant tout ce que je soupçonnais depuis 3 semaines. J'ai regardé la page de garde de l'accord de transfert qui dépassait du dossier.
Juste en dessous se trouvait une procuration de vote irrévocable ainsi qu'une lettre d'accompagnement permettant à Chelsea de coordonner ses droits de vote avec un acheteur concurrent. Ce n'était pas une demande émotionnelle spontanée d'une petite sœur se sentant mise de côté. C'était une prise de contrôle hostile orchestrée dès les hors-d'œuvre. J'ai pris ma serviette en lin, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai posée sur la table. Je leur ai dit que personne ne recevait une part de mon entreprise simplement parce que nous partagions le même sang. Maman s'est levée, sa chaise raclant violemment contre le parquet, et a pointé un doigt tremblant vers mon visage. « Donne-lui 25% ou tu ne fais plus partie de la famille », a-t-elle dit, sa voix résonnant nettement contre les murs en lambris de bois. Je suis restée parfaitement assise. Je l'ai regardée et j'ai dit que c'était un prix que j'étais tout à fait prête à payer. La femme qui m'a élevée a franchi la distance qui nous séparait en deux grandes enjambées et m'a frappé au visage. Le claquement sec de sa paume contre ma joue a été assourdissant. Parce que j'étais assise près du bord de mon siège, l'impact m'a déséquilibré. Ma chaise a basculé en arrière, le pied arrière en bois s'est pris dans le bord épais du tapis oriental et je suis tombé lourdement. Ma hanche a heurté le sol en premier, suivi immédiatement de mon poignet gauche alors que j'essayais instinctivement d'amortir la chute. Une douleur aiguë a traversé mon bras comme un éclair brûlant. Pendant une fraction de seconde, la pièce a tourné. Quelque part au-dessus de moi, quelqu'un a étouffé un cri de surprise, probablement un serveur debout dans le couloir. Alors que je me redressais sur mes mains et mes genoux, mes yeux ont atterri sur les papiers dispersés. La lourde chemise crème s'était ouverte sur le tapis. J'ai fixé le coin inférieur droit de l'accord de transfert d'action. Imprimé en tout petits caractères noirs se trouvait un code de document, C7H50. Une clarté glaciale m'a envahi. Je me suis levé en lissant le devant de ma veste avec ma bonne main. J'ai ignoré la vive brûlure sur ma joue et le goût métallique qui s'accumulait dans ma bouche. J'ai regardé les trois personnes qui me fixaient. Maman respirait bruyamment, la main encore légèrement levée. Chelsea se courait la bouche dans une horreur dramatique. Craig semblait tout simplement blême. Je leur ai souri. « Merci », ai-je dit, ma voix parfaitement stable dans la pièce silencieuse. Cela répond à la seule question pour laquelle je suis venu ici. J'ai pris mon sac à main, laissant le dossier dispersé sur le sol, et j'ai franchi la porte sans me retourner. Maintenant assise dans le froid humide du parking de la clinique, j'ai regardé un autre appel manqué s'afficher sur mon écran personnel. Ils paniquaient, et ils avaient absolument raison de l'être, car le bas de page de l'accord de transfert de Chelsea portait le code de sécurité exact que je n'avais donné qu'à une seule personne au monde, mon oncle Craig. La pluie martelait régulièrement le toit métallique de ma voiture, un son lourd et rythmique qui offrait le seul réconfort dans le parking vide. J'ai appuyé ma tête en arrière, sentant le cuir glacé contre ma paume indemne. Une forte odeur chimique d'asphalte mouillé et d'huile moteur s'infiltrait par les bouches d'aération, me rattachant au présent. Ma joue gauche diffusait une chaleur sourde et lancinante, et chaque fois que je changeais de position, mon poignet contusionné me faisait hurler de douleur. Avant de passer en marche arrière, j'ai allumé la lumière intérieure et baissé le pare-soleil. Le miroir reflétait une marque rouge vif en forme de main qui s'étalait sur ma mâchoire. J'ai saisi mon téléphone personnel, ignorant le flux ininterrompu de SMS entrants, et j'ai pris 3 photos nettes de mon visage. Ensuite, j'ai photographié mon poignet enflé. J'ai téléchargé les images directement sur un serveur cloud sécurisé, m'assurant qu'elles soient horodatées et verrouillées hors de ma galerie photo. J'ai pris mon téléphone professionnel et j'ai composé le numéro de mon avocate. Elena a répondu dès la première sonnerie. Sa voix était calme et posée pendant que je lui exposais les faits bruts de la soirée, l'agression physique, le code de document spécifique imprimé sur le dossier de transfert et l'emplacement exact de la salle à manger privée. Elena m'a dit d'aller directement aux urgences, d'éviter de me disputer avec ma famille par SMS et de garder mon oncle totalement dans l'ombre. Pendant que nous parlions, elle a commencé à rédiger une demande de conservation formelle adressée à la direction du country club, exigeant légalement les enregistrements de vidéosurveillance. Les registres de réservation et les rapports d'incidents écrits du personnel de service ayant assisté au dîner. La salle d'attente de la clinique sentait fort l'eau de javel industriel et les vieux magazines. Une infirmière fatiguée a enregistré mes constantes, et 20 minutes plus tard, un médecin a examiné mon poignet. Il a soigneusement noté les contusions sur mon dossier médical, sa voix totalement neutre lorsqu'il m'a demandé comment ces blessures s'étaient produites. Une vague de chaleur m'est montée au cou. Avouer que ma mère m'avait frappé pour un différend commercial me donnait l'impression d'avaler du sable sec. Je lui ai quand même dit la vérité.
1 heure plus tard, de retour dans ma voiture, j'ai déposé une plainte à la police par téléphone. Je n'ai pas demandé à ce qu'une patrouille aille sortir Barbara Hill de chez elle les menottes au poignet. J'avais simplement besoin que l'historique officiel existe, ancrant la réalité de ce qui s'était passé avant que ma famille ne puisse réécrire l'histoire. À 20h15, j'étais assise au comptoir de la cuisine de ma maison de ville, tenant une poche de glace contre ma joue tout en fixant mon ordinateur portable. Eleanor, la présidente indépendante de notre conseil d'administration, est apparue sur l'appel vidéo sécurisé aux côtés de Daniel, l'investisseur principal, et de Caleb, notre directeur de la sécurité. J'ai laissé ma caméra coupée en prétextant une mauvaise connexion Internet pour qu'ils ne voient pas l'enflure sur mon visage. J'ai expliqué la fuite avec une précision calme. J'ai détaillé l'évaluation confidentielle, le chiffre de 50 millions de dollars et le filigrane C7H50. Craig était le seul dirigeant de toute l'entreprise à avoir reçu ce projet spécifique. Eleanor a écouté sans m'interrompre. La présidente du conseil n'a pas immédiatement demandé le renvoi de mon oncle, elle fonctionnait selon une procédure stricte et non sous le coup de l'émotion, ce qui était exactement la raison pour laquelle je l'avais nommé. Eleanor a formellement approuvé le blocage juridique de toutes les communications et données de l'entreprise. Elle a ordonné à Caleb de suspendre les accès administratifs privilégiés de mon oncle pendant que le comité spécial commençait une enquête formelle. Pour l'instant, notre directeur financier était discrètement mis en congé payé. Le système de gouvernance que j'avais mis des mois à bâtir fonctionnait sans pitié. Mon téléphone personnel vibrait sans arrêt contre le comptoir en granit. Les messages arrivaient par vagues prévisibles et escaladantes. D'abord sont venues les exigences de maman, me disant de revenir pour que nous puissions parler comme des adultes. Puis sont arrivés les paragraphes frénétiques de Chelsea expliquant comment mon égoïsme avait ruiné tout ce que nous avions construit. Craig a offert des excuses calculées et lisses, insistant sur le fait que le dîner n'était qu'un terrible malentendu. Des parents éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis près d'1 an sont intervenus pour dire que ma mère pleurait et que je devais arranger les choses. J'ai coupé le son. J'ai refusé de répondre, mais je n'ai bloqué aucun numéro, car chaque message envoyé constituait une preuve supplémentaire. Une nouvelle alerte a retenti sur mon téléphone professionnel. Elena m'avait transféré un email du conseiller en conformité de la société de courtage représentant notre rival. J'ai ouvert la pièce jointe et j'y ai trouvé un accord de garantie scanné que Chelsea avait signé sur la ligne pointillée, garantissant légalement qu'elle pouvait livrer 25% de mon entreprise et obtenir des droits d'actionnaire majeurs sous 48 heures. J'ai lu la signature 2 fois. Ma petite sœur n'avait pas seulement fait une crise pour attirer l'attention, elle avait signé un engagement financier contraignant basé entièrement sur des actifs qu'elle ne possédait pas. Si elle ne parvenait pas à livrer ses actions, le courtier réclamerait la restitution de son importante avance, piégeant Chelsea dans son propre piège financier. Cette réalisation s'est installée lourdement dans ma poitrine, soulevant une question effrayante sur jusqu'où Craig était prêt à aller pour l'aider à voler l'argent nécessaire au remboursement. Vers minuit, l'écran de mon ordinateur portable a clignoté avec un message direct et sécurisé de Caleb. Il surveillait les journaux d'activité du réseau en temps réel. Mon téléphone personnel affichait 83 appels manqués, preuve d'une famille qui me croyait assise dans le noir en train de pleurer sur une gifle, attendait que je me rende. Ils n'avaient aucune idée que le piège se refermait déjà sur eux. Caleb a tapé une courte phrase me confirmant que nos protocoles de sécurité tenaient bon. À 11h58, quelqu'un utilisant l'ordinateur portable de Craig a tenté d'effacer le dossier, et notre système a copié chaque fichier supprimé au lieu de le détruire. La lumière du matin filtrait à travers les persiennes de ma maison de Villars-Alleg. Le silence dans le salon semblait lourd, complètement exempt des appels téléphoniques frénétiques et des exigences qui définissaient habituellement mes week-ends. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le réfrigérateur. Des alignements de courses soigneusement rangés me faisaient face. Il n'y avait pas de jus frais coûteux pour ma sœur, ni de crèmes importées que ma mère insistait pour garder en réserve. Cette maison m'appartenait entièrement, et aucun membre de ma famille ne possédait de clé. 18 mois plus tôt, Chelsea m'avait transféré un avis d'imposition massif en s'attendant à ce que je le paie. C'était le jour où j'avais fermé nos comptes joints, passé maman à une allocation mensuelle fixe, cessé de couvrir les cartes de crédit de Chelsea et acheté la maison de ville à mon seul nom. J'avais également commencé le registre bleu, consignant chaque demande, paiement et dispute. Le registre avait commencé comme la preuve que je n'imaginais pas ce schéma récurrent, il était devenu la carte dont je me servais pour séparer ma famille de mes finances, puis finalement de mon entreprise.
Le doux bourdonnement de mon ordinateur portable a brisé le silence printanier. Caleb et Elena m'attendaient déjà sur le canal vidéo sécurisé. Je me suis versé une tasse de café noir, je me suis assise au comptoir et j'ai activé mon micro. Notre directeur de la sécurité ne perdait pas de temps en bavardage. Caleb a partagé son écran affichant les journaux d'accès de la salle de données sécurisée. Il nous a expliqué le piège informatique que nous avions tendu 3 semaines plus tôt. Nous avions délibérément généré 3 versions différentes du projet d'évaluation confidentielle. Notre directeur des opérations avait reçu une copie évaluant la société à 48 millions de dollars. Le conseiller général avait reçu une version évaluée à 52 millions. Le 3e projet portait le code de bas de page C7H50. Ce document spécifique évaluait une neuromotion à exactement 50 millions de dollars et incluant les clauses de consentement sur le brevet principal. Caleb a surligné une seule ligne de données à l'écran, mon oncle avait ouvert et téléchargé ce fichier exact le mardi après-midi. 2 jours plus tard, ma mère et ma sœur utilisaient ces termes précis contre moi à la table du dîner. Puis Caleb a extrait les journaux d'impression du vendredi après-midi. Le dossier de transfert qui m'avait été présenté au Country Club avait été imprimé à l'étage de la direction, mais l'identifiant utilisateur rattaché à l'impression n'appartenait pas à notre directeur financier. Le nom à l'écran était celui de Léa Park. Léa était l'assistante exécutive de Craig depuis 4 ans. Un nœud serré s'est formé dans mon estomac. Craig avait déjà envoyé un email au comité spécial tôt ce matin, prétendant que son assistante avait dû accéder à ces fichiers sensibles sans autorisation. Il insistait sur le fait qu'il avait seulement essayé de supprimer les dossiers tard hier soir pour protéger les données de l'entreprise après avoir découvert sa faille. Elena s'est penchée vers sa caméra, demandant si nous devions suspendre Léa immédiatement. J'ai secoué la tête en regardant les journaux défiler. Punir une employée loyale sur la base de preuves circonstancielles était exactement la façon d'agir de Craig. J'ai dit à Caleb d'extraire les registres d'accès au bâtiment, les images de vidéosurveillance des couloirs et l'agenda de Léa pour le vendredi après-midi. Nous allions vérifier exactement qui était assis à ce bureau avant que quiconque ne perde son emploi. Une nouvelle notification a retenti dans les haut-parleurs de l'ordinateur portable. Eleanor venait de rejoindre le canal sécurisé, et la présidente du conseil d'administration avait l'air particulièrement sombre. Eleanor a annoncé que mon oncle venait de faire escalader la situation au-delà d'une simple fuite d'entreprise. Craig avait officiellement soumis un document scanné au conseil d'administration, prétendant qu'il s'agissait d'une lettre de contribution familiale signée par mon feu père en mars 2015. Selon ce scan, mon père déclarait que son prêt de démarrage initial de 40 000 $ était en réalité un investissement familial, et qu'il voulait que 25% des intérêts véritables soient détenus spécifiquement pour Chelsea. Mon café a pris un goût amer dans ma bouche. Mon père était décédé il y a 5 ans, la succession était close depuis des années, et il n'avait jamais mentionné un seul mot au sujet d'une quelconque participation au capital. Eleanor a lu à haute voix une déclaration sous serment soumise avec la lettre. Ma mère affirmait de manière formelle qu'une fuite d'eau mineure dans le sous-sol, le 6 octobre, avait obligé un plombier à déplacer un lourd coffre-fort inifugé. Elle déclarait avoir ouvert le coffre et découvert cette lettre à l'intérieur d'une enveloppe non marquée, complètement par hasard. À peine 10 jours plus tard, Craig refusait de remettre la copie papier originale, affirmant que Barbara était terrifiée à l'idée que l'entreprise ne la détruise. Notre conseiller juridique nous a averti que le conseil ne pouvait pas simplement ignorer cette réclamation. Même si Chelsea n'était pas une actionnaire reconnue, ses avocats menaçaient de déposer une injonction d'urgence pour bloquer la vente de nos brevets. L'acheteur concurrent stopperait toutes les négociations dès qu'il sentirait un litige sur la propriété de la propriété intellectuelle. Craig utilisait la mémoire d'un homme mort pour prendre toute l'entreprise en otage. Eleanor a ajusté ses lunettes et a fixé directement sa caméra. Elle a dit que Craig exigeait l'arrêt de l'enquête, et qu'il avait la signature de mon père pour nous forcer la main. Elena et moi avons passé toute la matinée de mardi à sortir les archives financières d'il y a 11 ans. Les relevés bancaires de 2015 étaient parfaitement clairs, posant les bases financières exactes de mon entreprise. Mon père, Henry, m'avait viré 40 000 $ pour acheter nos premiers composants de prototype, et il avait exigé un billet à ordre strict pour chaque centime. J'étais assise au comptoir de ma cuisine, passant mon pouce sur le bord usé de mon vieux registre en cuir. La légère odeur de son après-rasage Old Spice semblait presque flotter sur les pages jaunies. C'était un homme profondément pratique. Assis à notre table à manger rayée des années plus tôt, tapotant son lourd stylo en argent contre le bois, il m'avait dit qu'aider un enfant à se tenir debout ne signifiait pas posséder ses pas.
J'avais remboursé la totalité du solde ainsi que les intérêts convenus en 2018. La reconnaissance légale portant sa signature se trouvait juste devant moi, réfutant totalement le récit ridicule de Craig. Ni le registre d'actions fondateur ni les papiers définitifs de la succession de 2022 ne mentionnaient la moindre action appartenant à qui que ce soit d'autre dans la famille. Le comité indépendant a réagi agressivement au sujet de la lettre scannée. Caleb a isolé les propriétés du fichier avant midi, et l'empreinte numérique racontait une histoire complètement différente de la déclaration sous serment de ma mère. Barbara affirmait formellement avoir trouvé le papier dans une enveloppe non marquée le 6 octobre, juste après qu'une fuite d'eau mineure ait forcé un réparateur à déplacer un coffre-fort. Pourtant, les métadonnées lumineuses sur mon écran d'ordinateur prouvaient que le PDF avait été généré le 4 septembre, plus d'un mois entier avant l'inondation supposée du sous-sol. De plus, la signature elle-même était une copie directe prélevée sur une demande de prêt hypothécaire de 2018, collée numériquement sur la page. Malheureusement, une empreinte numérique ne constituait pas une preuve absolue à elle seule. Craig continuait de se cacher derrière ma mère, refusant de remettre la copie papier originale. Il prétendait que Barbara était simplement trop terrifiée à l'idée que mes avocats d'affaires ne détruisent la seule preuve des dernières volontés de son mari décédé. Nous avions besoin de ce document original pour prouver exactement qui avait fabriqué le faux. Pendant que nous cherchions la preuve physique, Chelsea a décidé de tenter sa chance sur le terrain de l'opinion publique. Mon assistante m'a transféré un lien vers une vidéo circulant rapidement sur les réseaux sociaux. Ma petite sœur était assise dans son salon impeccablement décoré, s'essuyant les yeux avec un mouchoir, parfaitement encadré par de vieilles photos de famille. Elle peignait le portrait déchirant d'une sœur aînée avide l'effaçant de l'héritage familial. Le pire était l'extrait vidéo monté qu'elle avait joint à la publication. Quelqu'un, probablement un client du country club passant à côté de la salle à manger privée, avait enregistré la suite immédiate de notre dîner de vendredi. La vidéo sautait commodément le moment où ma mère m'avait frappé au visage. Au lieu de cela, la séquence commençait juste au moment où je me relevais du tapis. Elle me montrait en train de lisser ma veste, d'offrir un sourire froid et de les remercier avant de franchir la porte sans un regard. Sans le contexte de l'agression physique, je ressemblais à une dirigeante impitoyable et intouchable abandonnant ses proches en pleurs. L'équipe de communication de l'entreprise a paniqué immédiatement. Le directeur a appelé mon téléphone professionnel 3 fois en 10 minutes, me suppliant de publier les dossiers médicaux des urgences et de rendre publique la demande de conservation du country club pour blanchir mon nom. L'envie d'humilier publiquement ma famille me brûlait la poitrine. Un seul communiqué de presse pouvait détruire la posture de victime de Chelsea en 10 secondes. Elena m'a rappelé gentiment que répliquer sous le coup de l'émotion ne ferait que leur donner exactement ce qu'ils voulaient. Si je me lançais dans une attaque publique, je ressemblerais à une riche PDG écrasant sa mère et sa sœur sans défense. Nous devions faire confiance au processus indépendant. J'ai pris une profonde inspiration, laissant la colère redescendre dans mon estomac, et j'ai autorisé une déclaration unique et douloureusement sobre, et une neuromotion maintenait des normes de gouvernance strictes. Et toutes les revendications de propriété étaient actuellement examinées par un comité spécial. Cette réponse mesurée n'a absolument rien fait pour stopper l'hémorragie. Notre acheteur rival a officiellement informé le conseil d'administration que ce différend public violait la clause de propriété nette de notre lettre d'intention. Le partenaire stratégique a officiellement suspendu toute l'audit préalable. Daniel Ortiz m'a appelé tard le mardi soir, la voix tendue par la frustration. Il m'a averti que même un procès fragile et facilement réfutable pouvait bloquer la propriété intellectuelle suffisamment longtemps pour tuer toute la transaction de 50 millions de dollars. Le coup d'état d'entreprise fonctionnait à merveille. Au lever du soleil, l'histoire fabriquée de Chelsea avait accumulé 200 000 vues, et le conseil d'administration avait reçu une notification officielle d'une demande d'injonction d'urgence. Avant même que je ne puisse commencer à me défendre, Elena a insisté pour que je la rejoigne dans un bureau privé du centre-ville afin de revoir la vidéo de sécurité du country club. La pièce était petite et stérile, dominée par une grande table en acajou qui semblait bien trop lourde pour la gravité de ce que nous allions regarder. Elle a lancé la lecture sur son ordinateur portable sans dire un mot. La vidéo granuleuse montrait la salle à manger privée depuis un angle supérieur. Il n'y avait aucun son, seulement l'enregistrement froid et clinique de la trahison de ma mère. Barbara s'est levée, le visage masque de fureur froide. Elle a fait le tour de la table à pas mesurés et décidés, ne s'arrêtant que lorsqu'elle a atteint le bord de ma chaise. Puis la femme qui m'a élevé a armé son bras en arrière et m'a flanqué une gifle nette et décisive au visage.
J'ai vu ma tête partir sur le côté, mon corps basculer de manière incontrôlée alors que la chaise se prenait dans le tapis épais. Je suis tombé lourdement, m'effondrant sur le sol. La séquence vidéo était irréfutable. Je suis resté assise dans la lumière tamisée du bureau d'Elena, ce film muet tournant en boucle jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Le rapport d'incident soumis par le gérant du club et les déclarations écrites des 2 serveurs confirmaient entièrement mon récit. Ils notaient que je n'avais jamais touché ma mère, que je n'avais jamais crié et que j'étais resté assise jusqu'à ce qu'elle initie l'attaque physique. Elena a promis de garder cette vidéo comme pierre angulaire de notre défense, bien que j'aie insisté pour que nous la gardions hors ligne pour le moment, refusant de transformer ma propre blessure en campagne de marketing viral. Mon téléphone personnel a vibré contre le bois poli de la table. Un message de ma mère est apparu à l'écran, froid et sans repentir. « Je ne t'aurais jamais frappé si tu n'avais pas humilié ta sœur », avait-elle écrit. Elle n'exprimait aucun regret et ne demandait pas si mon poignet était cassé, elle justifiait simplement la violence. J'ai posé le téléphone face contre table, sentant une étrange sensation de vide m'envahir la poitrine. L'enquête du comité spécial s'est approfondie à mesure que Caleb découvrait la documentation du prêt relais que Barbara avait signé pour un montant de $650 000, en utilisant la maison que je lui avais payée comme garantie. La note de synthèse du prêt exposait clairement la stratégie, inscrivant le paiement de succès issu de la vente de mes brevets comme source de remboursement prévu. Ma mère avait effectivement parié le toit au-dessus de sa tête sur un plan visant à saisir mes actifs, et elle l'avait fait en sachant perturberait gravement mon entreprise. J'ai attendu que Caleb passe au jeu de données suivant avant de poser des questions sur l'implication du courtier. Il a extrait les notes de réunion d'une conférence téléphonique tenue quelques semaines avant le dîner. La feuille de présence confirmait que Barbara était assise lors de cette réunion, écoutant attentivement le conseiller en conformité expliquer les implications spécifiques des droits d'actionnaire majeurs. Les notes montraient que ma mère avait posé une question directe sur le contrôle qui me resterait après le transfert. Elle avait entendu la réponse, que je perdrais ma position majoritaire pour me retrouver avec 42%, et elle avait quand même continué. La réalisation m'a frappé plus fort que la chute sur le tapis. Ma mère n'était pas une victime âgée et confuse entraînée par un oncle manipulateur. Elle en comprenait le coup. Elle savait qu'en donnant 25% à Chelsea, elle me retirait effectivement ma capacité à diriger l'entreprise que j'avais bâtie. Elle s'était assise en face de moi à la table du dîner, souriant à des souvenirs de mon enfance tout en négociant activement mon exécution professionnelle. Je me suis excusé auprès de l'équipe, je suis allé jusqu'à ma voiture et je suis resté assise dans le silence pendant un long moment. J'ai pensé aux milliers d'heures passées au laboratoire, aux années consacrées à sacrifier mes week-ends et ma vie sociale pour assurer leur sécurité financière. J'avais sincèrement cru que leur amour était le reflet de mon dévouement envers eux. Maintenant, en regardant les notes du courtier, je comprenais qu'il ne m'avait jamais vu comme une fille. J'étais une ressource. J'étais une batterie à vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mon téléphone professionnel a sonné, vibrant sans cesse dans ma poche. C'était une notification officielle d'Orbi Mobility. Ils avaient eu vent de la dispute interne sur le titre de propriété et de la fuite. La lettre indiquait que le chaos en cours violait les termes de notre lettre d'intention confidentielle. Ils menaçaient de renoncer complètement à l'évaluation de $50 millions, exigeant que je me retire immédiatement des négociations. La manœuvre était clairement conçue pour mettre une pression maximale sur le conseil d'administration afin de forcer un accord. L'air dans l'habitacle me semblait raréfié. J'avais besoin de bouger, d'agir pour stopper l'effondrement, mais mes mains restaient figées sur le volant. J'avais passé ma vie entière à les protéger des conséquences de leur choix. J'ai fixé l'écran sombre de mon téléphone, sachant que si je retournais dans cette salle de conseil, je pourrais les sauver, mais seulement en me détruisant moi-même. La salle de conseil ressemblait à un frigo. J'étais assise à l'autre bout de la longue table en acajou, mes mains glissées sous mes cuisses pour cacher le léger tremblement qui m'avait envahi après avoir lu la menace d'Orbi Mobility. Eleanor Shaw, notre présidente du conseil, était assise directement en face de moi. Son expression restait totalement indéchiffrable, le genre de masque professionnel qu'elle avait mis des décennies à perfectionner. Autour de nous se trouvaient les autres membres du comité spécial, tous plus anxieux les uns que les autres. Mon oncle Craig occupait le coin le plus éloigné, vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture, sa posture dégageant une aisance arrogante et calculée qui suggérait qu'il croyait encore que le conseil le protégerait par habitude. La résolution créant ce comité spécial avait été finalisée quelques heures après mon appel. Elena était assise à ma droite,
son ordinateur portable ouvert sur le projet de notre accord de récusation. J'avais la gorge sèche en écoutant le conseiller du comité expliquer les règles. Pour maintenir l'intégrité absolue de l'enquête, Craig et moi devions renoncer au contrôle des dossiers de l'entreprise liés à la revendication de propriété. Aucun de nous ne serait autorisé à diriger l'équipe informatique ni à communiquer avec le courtier jusqu'à ce que le comité parvienne à une conclusion préliminaire. Craig tapotait son stylo contre son menton, feignant une profonde inquiétude pour l'avenir de la société. Il a parlé avec cette chaleur patronnante familière qu'il réservait toujours au moment où il se croyait gagnant. Il a dit au conseil qu'il était vraiment dévasté que cette situation familiale se soit déversée sur le lieu de travail. Mon oncle a suggéré que, pour le bien des employés et de notre vente en cours, je devrais me mettre entièrement en retrait de mes fonctions quotidiennes jusqu'à ce que la poussière retombe. C'était une manœuvre calculée, si j'étais hors du bâtiment, il aurait un accès total au personnel et aux serveurs internes restants. Je n'avais pas besoin de regarder la vidéo de sécurité ni les notes du courtier pour savoir exactement qui avait soufflé l'idée d'un litige de propriété. Chelsea avait déjà publié une nouvelle vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux, se filmant cette fois devant l'entrée de notre siège social. Elle se qualifiait de cofondatrice dans chaque légende, me peignant comme une sœur impitoyable qui lui avait volé son droit d'aînesse. La vue de ma sœur posant devant le logo de Heal Neuromotion avec cette fausse expression larmoyante me tordait l'estomac. Elena a posé sa main sur mon avant-bras, un avertissement silencieux pour que je garde mon calme. J'ai accepté les termes de la récusation. Je me retirais de toutes les décisions exécutives concernant l'enquête et la revendication de propriété pendant 72 heures. Le directeur des opérations superviserait les activités quotidiennes. Cela ressemblait à une défaite de rendre les clés du royaume que j'avais mis 11 ans à bâtir, mais je connaissais mon histoire. J'avais fondé cette entreprise sur des systèmes, pas sur l'ego. Je faisais confiance à ces systèmes désormais. Franchir la sortie du bâtiment s'est avéré être le moment le plus humiliant de ma vie professionnelle. Un agent de sécurité m'attendait près des portes vitrées, tenant un petit carton. J'ai remballé mes affaires personnelles en moins de 2 minutes, mes photos de famille, quelques stylos et une paire de lunettes de rechange. J'ai évité le regard des assistantes administratives en traversant le hall. Certaines me regardaient avec une réelle inquiétude, d'autres chuchotaient derrière leurs mains, se demandant probablement si j'avais réellement détourné l'argent de la famille. J'ai refusé de m'arrêter. J'ai refusé de me justifier auprès d'elles. Lorsque j'ai atteint la sortie principale, les protocoles de récusation temporaire que j'avais aidé à concevoir ont pris effet. J'ai passé mon badge d'entreprise sur le lecteur. Un bip sec a résonné dans le hall, suivi d'un flash rouge, accès refusé. Le comité spécial avait suspendu mon accès et celui de Craig pour l'examen de 72 heures, exactement comme le prévoyait la procédure. Chelsea m'attendait juste derrière les vitres du hall. Elle était accompagnée d'une équipe de presse, les caméras tournant alors qu'elle me regardait me tenir dehors sous une pluie fine. Elle a ajusté sa veste, composé ses traits en un masque de martyre vertueuse, et a commencé à parler dans un micro. Elle affirmait être venue ici pour protéger l'héritage familial, agissant comme si elle avait l'autorité morale de réclamer la moitié du bâtiment. Je suis resté sur le trottoir mouillé à la regarder sourire aux caméras à travers la vitre. Elle avait l'air si heureuse, si convaincue d'avoir enfin gagné. Elle ne savait pas que le système que j'avais construit n'était pas lié à mon badge, il était lié à la piste d'audit que j'avais méticuleusement construite sur chaque serveur que nous possédions. Mon badge n'était qu'un morceau de plastique. La vérité, elle, restait stockée dans les archives numériques que Craig pensait contrôler. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à ma voiture et je n'ai pas accordé un seul autre regard à la femme qui jouait les martyrs. La lumière rouge du lecteur de cartes n'était pas un échec, c'était la dernière étape de mon piège. J'étais désormais complètement hors du chemin, et c'était exactement là où j'avais besoin qu'il me croie. Le silence dans ma maison de ville me semblait étranger, un contraste saisissant avec le bruit incessant du bureau de direction que j'avais occupé pendant plus d'une décennie. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, ma main cherchant instinctivement l'endroit sur ma table de chevet où mon badge d'entreprise posait habituellement. Lorsque mes doigts n'ont rencontré que le bois froid, une vive décharge de désorientation m'a traversé avant que la réalité ne s'impose. Je n'avais pas besoin d'être au bureau. Je n'avais pas à répondre aux appels de l'équipe marketing ni à m'inquiéter des métriques de la chaîne d'approvisionnement. Pour la première fois depuis des années, la matinée m'appartenait entièrement. J'ai enfilé mes baskets et suis parti pour une longue marche dans le quartier calme. L'air de Raleigh portait cette morsure fraîche et humide de mi-octobre,
et les arbres prenaient une teinte pourpre profond. J'ai retrouvé une amie pour prendre un café dans un petit établissement à quelques kilomètres de là. Elle m'a demandé comment allaient les choses à l'entreprise, supposant que les rumeurs sur Internet n'étaient que du drame exécutif habituel. J'ai bu mon café en regardant un chien errant traverser la rue, et j'ai choisi de ne pas la charger avec les détails d'une trahison familiale. Nous avons parlé de ses enfants, des fêtes à venir et des livres qu'elle lisait. Cela me semblait être un ancrage dans une vie qui existait en dehors de l'orbite de Hill Neuromotion, une vie que j'avais lentement reconstruite au cours des 18 derniers mois. J'ai réalisé alors que, bien que Craig et Chelsea aient essayé de m'isoler, ils n'avaient pas réussi à détruire les fondations de ma propre existence. Vers midi, j'étais de retour chez moi, ouvrant un canal crypté sécurisé avec les enquêteurs indépendants du conseil d'administration. Eleanor m'a envoyé un résumé des derniers développements pendant que j'étais écarté. La directrice des opérations avait maintenu le bon fonctionnement de l'entreprise. Elle m'a informé que lorsque la société de relations publiques de Chelsea avait contacté notre équipe marketing interne pour exiger que l'entreprise l'endosse officiellement comme cofondatrice, notre personnel avait catégoriquement refusé. Les employés étaient nerveux, certes, mais ils restaient loyaux au travail que nous accomplissions. Ils voyaient la valeur des dispositifs médicaux que nous construisions, et ils ne se souciaient pas du spectacle que ma sœur essayait de monter dans le hall. Je suis passé au fichier suivant du rapport. Léa Park, l'assistante exécutive que mon oncle avait tenté de piéger, était totalement hors de cause. Caleb avait extrait les registres d'accès au bâtiment, et il montrait Léa sortant du hall pour se rendre à son rendez-vous de physiothérapie près de 40 minutes avant le lancement de l'impression. Nous avions les images de vidéosurveillance du couloir montrant Craig entrer dans son bureau juste au moment où elle partait. Les journaux d'impression avaient été ouverts avec ses identifiants, mais les horodatages physiques confirmaient qu'il lui était impossible d'être celle qui avait printed le dossier de transfert. Terrifiée et déroutée par l'accusation, Léa avait contacté Elena pour fournir une capture d'écran de son agenda personnel montrant l'heure exacte de son rendez-vous. Elle a également fourni un document distinct montrant qu'elle avait explicitement bloqué cette plage horaire sur l'agenda de Craig une semaine plus tôt. Caleb a réussi à récupérer un fichier temporaire sur le poste de travail que Craig utilisait. Les métadonnées ont confirmé que le document avait été créé sur le compte utilisateur du directeur financier lui-même, puis enregistré dans un dossier réseau partagé avant d'être déplacé vers la file d'attente d'impression. Le chemin menait directement à mon oncle, puis pointait vers une pièce jointe envoyée sur le compte privé de ma sœur. Le montage n'était pas seulement malveillant, il était mal fait, né de l'arrogance d'un homme qui pensait ne jamais être remis en question. Mon téléphone personnel a vibré sur le comptoir de la cuisine. Un nouveau message est apparu provenant d'un numéro inconnu. C'était une offre d'accord formelle rédigée par l'avocat personnel de Craig. La proposition était simple, formulée dans le langage d'un rameau d'olivier désespéré. Ils étaient prêts à renoncer à la revendication de propriété si j'acceptais de donner à Chelsea 10% de l'entreprise au lieu de 25%. Ils promettaient que la société n'engagerait aucune poursuite concernant la fuite. Ma mère garderait sa maison et Craig démissionnerait discrètement. En retour, je devais signer un accord de confidentialité mutuelle et abandonner l'enquête. L'offre restait suspendue, une tentante illusion de paix. Cela mettrait fin au scandale, sauverait la maison de ma mère et me permettrait de retrouver mon bureau sans la tâche d'un litige public. L'avocat avait inclus une seconde menace enfouie au bas du document comme un morceau de verre brisé. Il prétendait posséder une chaîne de mails prouvant que j'avais utilisé les fonds de l'entreprise pour financer le train de vie de ma famille pendant des années. Il écrivait que si je n'acceptais pas l'accord d'ici le matin de l'audience du conseil, il publierait ces dossiers dans la presse pour prouver que je détournais l'argent de ma propre entreprise. J'ai fixé l'écran, le cœur battant à un rythme de colère pure et froide. La chaîne de mails était réelle. Je me souvenais des demandes pour des voyages familiaux coûteux et des consultations personnelles. Mais Craig avait sciemment coupé les messages. Il avait supprimé les dernières lignes de chaque échange, les lignes où j'ordonnais spécifiquement au comptable de déduire ces montants de ma distribution personnelle, ou bien où je fournissais mon propre chèque pour couvrir les coûts. Il utilisait ma générosité passée comme une arme contre moi, pariant que je préférerais céder à leur extorsion plutôt que de voir ma réputation souillée. Je n'ai pas répondu à l'offre. À la place, j'ai envoyé un seul SMS à Elena lui demandant de me rejoindre à la maison de ville dans 1 heure. J'avais besoin de voir le registre. Mes doigts ont survolé le clavier en pensant à l'audience du conseil prévue le lendemain matin. Il voulait transformer ma propre gentillesse en moteur de ma destruction. J'ai attrapé le dossier bleu que j'avais gardé caché dans mon bureau à domicile,
le registre de chaque centime que j'avais déplacé, et je m'apprêtais à leur montrer que j'avais anticipé cette trahison depuis très longtemps. Ils voulaient jouer à la comptabilité médico-légale, et c'est moi qui détenais toutes les cartes. Elena est arrivée chez moi alors que la lumière de l'après-midi commençait à baisser, projetant de longues ombres nettes dans mon bureau. J'avais étalé le registre bleu sur le bureau, les pages remplies de l'historique de la dépendance financière de ma famille et de ma tentative lente et méthodique pour me dépêtrer de leur emprise. Mon avocate s'est assise en face de moi, ses yeux balayant rapidement les lignes de données. Nous avons passé les 3 heures suivantes à organiser les preuves en 3 catégories distinctes. Le premier groupe contenait les dépenses personnelles que j'avais payées directement de ma poche, prouvant que je n'avais jamais traité les factures familiales comme des dettes d'entreprise. La seconde catégorie comprenait des prêts temporaires que la société avait traités, tous remboursés par mes virements bancaires. La dernière catégorie était la plus accablante pour Craig, elle documentait chaque fois que mon oncle avait modifié manuellement les classifications comptables après que j'ai explicitement demandé que les frais soient imputés sur ma distribution personnelle. Je n'ai pas cherché à cacher la vérité à mon conseil juridique. J'ai avoué que pendant des années, j'avais fermé les yeux sur le népotisme, craignant que si j'appliquais une gouvernance stricte, je perdrais la seule famille qui me restait. Ma voix n'a pas tremblé en expliquant qu'il s'agissait d'un échec de gestion, et non d'un vol. J'avais été faible, certes, mais je n'avais pas été une voleuse. Elena a écouté attentivement, prenant des notes, son expression s'adoucissant juste assez pour me faire comprendre qu'elle saisissait la nuance. Mon aveu de ces erreurs de gouvernance n'a fait que rendre les preuves de mes actions correctives ultérieures plus crédibles. Lorsque j'ai présenté le procès-verbal du conseil d'administration d'il y a 18 mois, montrant la résolution spécifique où j'ordonnais le gel des transactions avec les parties liées et résiliais les contrats de conseil non conformes, Elena a enfin hoché la tête. Cette chronologie prouvait que j'avais commencé à leur couper les vivres bien avant que Craig ne réalise qu'il perdait son train de vie. Nous avons préparé un mémoire complet pour le comité spécial, accompagné des chaînes de mails intégrales que Craig avait soigneusement tronquées. Lorsqu'ils étaient restaurés dans leur forme originale, les messages me montraient indiquant clairement à chaque demande de paiement que les coûts devaient être déduits de ma part personnelle. J'avais été méticuleuse, et mes relevés de virements bancaires apportaient la validation finale et incontestable. Chaque chèque émis, chaque virement initié pour régler ses obligations familiales personnelles était répertorié et suivi. Mon oncle avait supposé que j'étais assez naïve pour le laisser définir le récit, mais il avait sous-estimé les systèmes mêmes que j'avais mis en place pour maintenir son département honnête. L'équipe informatique avait également travaillé d'arrache-pied. En fin d'après-midi, l'enquêteur principal est arrivé avec le résultat dont nous avions besoin concernant la lettre de contribution familiale. L'expert du laboratoire avait examiné le document physique que Barbara avait finalement rendu, celui qu'elle prétendait avoir trouvé dans un coffre ignifugé après la fuite d'eau. L'analyse était concluante, l'expert a identifié que le texte, l'entête et la signature avaient tous été générés simultanément par la même imprimante laser. Il n'y avait aucune empreinte de stylo, aucune variation dans la densité du toner qui indiquerait une signature manuelle, et aucun signe de vieillissement du papier. C'était un montage numérique imprimé sur un jet d'encre standard, manipulé par la suite pour paraître usé. Lorsque cette preuve a été associée aux métadonnées montrant la date de création du fichier au début du mois de septembre, tout le récit de la fuite d'eau et de la découverte surprise dans une boîte de 2015 s'est effondré sous son propre poids. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise, sentant le poids dans ma poitrine commencer à se lever, bien que la tension de l'audience à venir me torde encore l'esprit. J'ai demandé à Elena de lancer l'enregistrement de l'appel du courtier. C'était un fichier que j'avais redouté d'écouter, pourtant je savais que c'était le seul moyen de faire taire les derniers doutes du conseil. L'audio a commencé par une présentation claire et professionnelle du conseiller en conformité du courtier. Craig a parlé en premier, sa voix assurée et forte alors qu'il exposait les droits d'actionnaire majeur et le pouvoir de veto qu'il voulait que Chelsea exerce. Puis est venu le son de ma sœur qui riait, se renseignant sur sa prime de succès, ressemblant plus à un prédateur qu'à une fille. Enfin, ma mère a pris la parole. La clarté de sa voix dans la pièce stérile m'a coupé le souffle. Elle a demandé si Morgan serait réellement privé de contrôle, et quand Craig lui a assuré que mon pouvoir de vote serait définitivement réduit à 42%, elle a prononcé une phrase simple et glaçante, une fois que Chelsea aura le veto, Morgan n'aura plus le choix. J'ai fixé l'ordinateur portable fermé, le silence dans mon bureau résonnant plus fort que l'enregistrement. J'avais passé toute ma vie à chercher des preuves de leur amour, pour ne trouver que la preuve définitive de leur malice. Il n'y avait pas de malentendu, pas de confusion et pas d'erreur innocente, ils avaient su exactement quel serait le résultat,
et ils avaient choisi cette voie en toute connaissance de cause. Cette réalisation m'a apporté une paix étrange. J'ai enfin compris que me protéger ne faisait pas de moi une mauvaise personne, et certainement pas une mauvaise fille. Cela signifiait simplement que je n'étais plus prête à être la victime de leur avidité. Les heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon d'organisation. Nous avons indexé le registre, les conclusions informatiques, les rapports de métadonnées et l'appel enregistré. Elena a vérifié les dossiers numériques à 2 reprises pour s'assurer que tout soit accessible pour l'audience du matin. Je sentais une résolution froide et concentrée s'installer en moi. J'étais prête à entrer dans cette salle de conseil et à démonter le château de cartes qu'ils avaient mis des mois à construire. J'ai remarqué une alerte sur mon téléphone professionnel, un message du bureau du courtier envoyé à notre service juridique. Il coupait officiellement les ponts avec Chelsea. La firme avait découvert qu'elle avait fourni des déclarations frauduleuses pendant la vérification préalable et prenait ses distances. Il voulait éviter d'être impliqué dans l'injonction ou la soumission de la lettre falsifiée. Un par un, les gens qui l'avaient aidé à monter ce coup d'État réalisaient que le risque était trop élevé. Elle perdait ses alliés, elle perdait son levier financier, et elle serait bientôt forcée de faire face à la réalité de la situation sans filet de sécurité. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la rue. Le soleil avait complètement disparu et les réverbères s'allumaient, éclairant le quartier calme. J'ai pensé à la vie que j'avais bâtie ici, une vie séparée du chaos de ma famille. J'avais payé cette indépendance par des années de travail acharné, pour qu'ils la traitent comme un héritage que je leur aurais volé. L'audience du conseil d'administration demain serait le test final des structures de gouvernance que j'avais mises en place. Je devais convaincre le comité que mes erreurs passées de surveillance n'invalidaient pas ma position actuelle de PDG. Je devais prouver que j'étais capable de prendre les décisions difficiles, y compris celles qui détruiraient enfin l'illusion de notre famille. Elena a croisé mon regard et a fait un geste vers l'ordinateur portable. Nous avions fait tout notre possible. Il n'y avait plus de documents à chercher, plus de dossiers à restaurer et plus de conversations à analyser. Tout était prêt pour le règlement de compte final. Elle s'est levée pour partir, me promettant de me retrouver à l'immeuble de bureau à 8 heures du matin. Je l'ai regardée partir, puis je suis resté dans le bureau silencieux, le registre bleu toujours ouvert sur ma table. Je savais ce que je devais faire, et je savais exactement pour qui je le faisais, l'entreprise, les employés et l'avenir que j'avais envisagé pour la clinique valait chaque instant de la douleur que j'endurais. J'ai regardé la photographie des membres du conseil d'administration épinglée sur mon panneau en liège, essayant d'anticiper les questions qu'ils poseraient, les doutes qu'ils émettraient et les preuves que je fournirais pour briser chacun d'eux. J'allais finir cela, non pas pour eux et non pas pour l'héritage familial qu'ils avaient tenté d'utiliser comme une arme, mais pour la vie que j'avais tant combattue pour récupérer. J'ai éteint la lampe de bureau, laissant la pièce dans l'obscurité, et me suis enfin préparé à affronter le jour suivant avec la clarté que seule la vérité pouvait offrir. La salle de conseil de Hill Neuromotion n'était pas conçue pour le niveau de tension qui étouffait actuellement la pièce. J'ai pris place à 8 heures précises, regardant la lourde porte en chêne se refermer alors que les membres du comité s'installaient. Eleanor Chan a pris la position centrale, le visage aussi impassible qu'une montagne, tandis que Daniel Ortiz s'asseyait à sa gauche, les bras croisés sur la poitrine, attendant de voir si son investissement allait s'évaporer. Mon oncle Craig occupait le coin le plus éloigné dans un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture, sa posture dégageant une aisance arrogante et travaillée qui suggérait qu'il croyait encore que le conseil le protégerait par habitude. Chelsea a rejoint la réunion via un lien vidéo sécurisé, son image projetée sur l'écran géant derrière Eleanor, paraissant petite et soignée, prête à jouer son dernier rôle de victime lésée. Eleanor a ouvert l'audience en établissant les règles du jeu avec une brièveté clinique. Elle a déclaré que la discussion porterait strictement sur la gouvernance d'entreprise, les registres de propriété, les données informatiques et la conduite professionnelle du personnel exécutif. Il n'y aurait aucune place pour les appels émotionnels, et toute tentative de recadrer la réunion en différends familiales privés entraînerait un renvoi immédiat. Craig est passé le premier, se penchant vers le micro pour livrer son récit préparé. Il a parlé des dernières volontés de mon père, tissant une histoire sur un vieil homme qui voulait que sa famille reste unie à travers l'entreprise. Il m'a peinte comme quelqu'un qui s'était éloigné de ses racines, sous-entendant que mon obsession pour l'efficacité d'entreprise m'avait aveuglé sur l'obligation morale de prendre soin de mon propre sang. Lorsque le comité l'a interrogé sur les divergences de documents, il a soupiré avec une déception théâtrale, pointant directement du doigt Léa Park. Il a prétendu qu'elle avait géré la file d'impression et probablement manipulé les fichiers dans un effort mal avisé pour l'aider.
Il a insisté sur le fait qu'il avait seulement essayé de supprimer les dossiers pour sauvegarder les secrets de l'entreprise, un mensonge de toute évidence désespéré qui a fait secouer la tête de l'enquêteur informatique du comité avec un dédain visible. Elena s'est levée, ses mouvements gracieux et précis, et a commencé à démonter sa défense pièce par pièce. Elle a affiché les journaux d'accès à l'écran, montrant l'heure exacte à laquelle Craig avait ouvert le projet d'évaluation C7H50. Puis elle a extrait les journaux de la file d'impression pour les tâches de la direction, montrant le document s'imprimant à un moment où Léa Park était documentée par les registres de badge et les caméras de couloir comme étant dans une clinique de physiothérapie à 5 km de là. Elena n'a pas eu besoin de crier, elle a simplement présenté la séquence froide et brute des événements. Lorsque Craig a tenté de soutenir que les journaux d'impression avaient été altérés, Elena a présenté les propriétés du fichier provenant du dossier temporaire de son poste de travail. Elle a révélé que le document avait été créé sous ses identifiants de connexion, puis enregistré dans un dossier partagé et finalement joint à un email envoyé depuis son compte interne à ma sœur. La pièce est tombée dans un silence lourd et étouffant. Ensuite, nous avons abordé la lettre de contribution familiale. Elena a posé le rapport d'expertise sur la table, pointant la conclusion de l'expert selon laquelle la signature et le corps du texte avaient été imprimés simultanément par un jet laser, ne laissant aucune place à l'argument selon lequel il s'agissait d'une relique manuscrite de 2015. J'ai gardé les yeux fixés sur Craig. Sa posture décontractée avait complètement disparu. Il bougeait sur sa chaise, son visage perdant ses couleurs, l'arrogance maîtrisée remplacée par un regard affolé. Enfin, nous avons atteint l'appel enregistré du courtier. Le comité est resté immobile alors que l'audio remplissait la pièce, le son de la voix de ma mère demandant confirmation sur le pouvoir de veto, suivi de la certitude terrifiante de son ton lorsqu'elle a réalisé que je n'aurais plus le choix, a résonné contre les murs. J'ai gardé une expression neutre, mes mains reposant calmement sur la table. Le mal était fait. L'enregistrement balayait tout semblant de malentendu entre proches. Craig s'est précipité en avant, la voix déraillant alors qu'il criait que j'étais une ingrate, que je n'aurais jamais construit un seul prototype sans les fondations que lui et mon père avaient fournies. Le masque est enfin tombé. Il s'est levé, me pointant du doigt, le visage déformé par une grimace de pur sentiment de supériorité. Il ne se souciait pas des patients ni de la technologie, il ne se souciait que du statut et de la richesse qu'il estimait lui être due par de droit de naissance. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Eleanor n'a pas crié en retour, elle l'a simplement regardé, le regard froid et impassible. Elle a annoncé que le comité recommandait son licenciement immédiat pour faute lourde, sur la base des preuves informatiques de violation du devoir de loyauté et de la création malveillante de faux documents. La pièce semblait plus légère, l'oxygène revenant alors que les membres du conseil commençaient à murmurer leur consensus. L'image de Chelsea sur l'écran a vacillé alors que ses avocats tentaient d'intervenir, mais Eleanor a coupé le son, signalant que l'audience se déroulait désormais sans sa participation. Nous avons conclu l'audience en traçant les prochaines étapes juridiques. Aile Neuromotion engagerait des poursuites formelles contre mon oncle pour manquement à ses obligations et préjudice causé à la société. Le courtier avait déjà rompu son accord avec ma sœur, la laissant faire face seule aux conséquences de la garantie frauduleuse qu'elle avait signée. Alors que la réunion se levait, Craig est resté effondré sur sa chaise, sa carrière et son influence s'évaporant en l'espace d'une heure. Je me suis levé pour partir, mes jambes me semblant solides pour la première fois depuis des semaines. Alors que j'approchais de la sortie, Craig m'a arrêté, sa voix descendue à un chuchotement désespéré. Il a attrapé ma manche, me suppliant d'envisager un accord privé. Il insistait sur le fait que si j'abandonnais le procès sur les brevets et accordais à Chelsea un faible pourcentage, Barbara pourrait sauver la maison et nous pourrions tous redevenir une famille. Il essayait encore d'utiliser le même levier, essayant encore d'échanger mon avenir contre le maintien de ses mensonges. J'ai retiré mon bras, le regardant avec un détachement qui m'a surprise moi-même. Je lui ai dit que la maison, la fausse lettre et le pré-relais étaient tous des choix qu'ils avaient faits eux-mêmes. Je n'utiliserai pas le travail et les efforts de mes employés et investisseurs pour acheter l'illusion d'une famille qui n'avait jamais existé. Je l'ai laissé assis là dans le silence résonnant de la pièce qu'il avait tenté de me prendre. Dehors, l'air semblait frais et propre. Elena m'a rattrapé près des ascenseurs, son visage reflétant un soulagement prudent. Elle m'a dit que la nouvelle se répandait déjà, que l'équipe interne se préparait à s'adresser au personnel et que le conseil rédigeait le communiqué de presse officiel pour corriger le récit que Chelsea avait tenté de détruire. Je ne me souciais pas des retombées publiques ou des titres des journaux, mon attention était entièrement concentrée sur le message qu'Elena venait de recevoir.
Ma mère m'attendait chez moi à Raleigh, portant une seule valise et l'avis final de saisie immobilière, croyant qu'elle pouvait encore déplacer les pièces sur l'échiquier une dernière fois. J'ai marché jusqu'à ma voiture, sachant que la partie la plus difficile de la journée m'attendait encore. Mais pour la première fois, je n'avais aucune peur. J'avais le registre, les preuves et la vérité. Le confrontation finale se jouerait selon mes conditions, dans la maison qui m'appartenait, et ce serait la toute dernière chose que je leur donnerais. Le soleil de fin d'après-midi réchauffait le perron de ma maison de ville à Raleigh, se reflétant sur la vitre de la porte d'entrée où ma mère se tenait. Elle portait un manteau en laine légère contre l'air frais d'octobre, serrant une valise abîmée à 2 mains. Un document juridique dépassait de son sac à main, les en-têtes en gras d'un avis de saisie bancaire accrochant la lumière. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, les épaules voûtées comme si elle s'attendait à recevoir un coup. Je suis sorti à sa rencontre, le talon de mes bottes claquant sur le béton, un son qui semblait dérangement fort dans le quartier calme. Barbara n'a pas bougé quand je me suis approché, son regard fixé sur la porte d'entrée comme si elle attendait que je m'écarte pour la réaccueillir chez moi. Elle a parlé sur ce ton doux et tremblant qu'elle avait peaufiné au fil des ans, me disant que Chelsea sombrait dans une profonde dépression et que Craig était devenu totalement silencieux après l'audience. Elle a murmuré que la banque venait chercher la maison du country club à la fin du mois. Ma mère me regardait avec ses yeux suppliants familiers, s'attendant clairement à ce que je plonge la main dans mon sac pour lui signer un chèque et empêcher le monde de s'effondrer autour d'elle. Je suis resté sur le perron, les mains enfoncées dans mes poches, sentant le rythme régulier de mon propre cœur. Je lui ai dit qu'elle avait signé le prêt-relais en toute connaissance de cause, et que je n'allais pas annuler ce choix. Je lui ai offert un dossier imprimé à la place. Il contenait les coordonnées d'un avocat réputé spécialisé dans la liquidation de biens et une liste de ressources locales de logement pour les seniors devant réduire leur train de vie rapidement. J'ai expliqué qu'elle pouvait vendre les actifs restants, éponger la dette principale et repartir avec suffisamment d'argent pour sécuriser un petit appartement gérable. Je lui offrais une voie vers la stabilité, mais c'était une voie qui lui demandait de renoncer au mode de vie qu'elle avait utilisé pour me contrôler. Barbara n'a pas touché au dossier. Elle s'est mise à pleurer, des sanglots saccadés et théâtraux résonnant contre le revêtement de la maison. Elle m'a accusé d'être froide, de la punir pour une erreur qui était principalement celle de Craig, et d'abandonner ma sœur au moment où elle avait le plus besoin de moi. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai ressenti un étrange sentiment de distance. Il n'y avait plus de rage, seulement la réalisation claire et perçante que je n'étais plus la fille qui troquerait son propre avenir pour acheter leur confort. Je lui ai dit que je ne paierais pas le prêt-relais et que je ne rachèterais pas la maison. J'ai proposé de l'aider à trouver un agent immobilier et j'ai promis de créer une petite fiducie pour ses dépenses médicales, mais c'était la limite absolue de mon implication. Elle pouvait accepter mes conditions ou affronter la banque seule. Lorsqu'elle a réalisé que je ne fléchirais pas, les pleurs se sont arrêtés aussi brutalement qu'ils avaient commencé, son expression se durcissant dans le regard tranchant bien connu d'une femme qui se sentait tout due. Elle m'a dit que je le regretterais, a tourné les talons et a marché vers son taxi qui l'attendait, laissant l'avis de saisie oublié sur le sol du perron. Ma conversation avec Chelsea plus tard dans la semaine a été beaucoup moins complexe. Elle a appelé depuis un numéro que je ne connaissais pas, la voix aiguë et exigeante. Elle affirmait que nous étions sœurs, que tout cela n'était qu'un malentendu temporaire et que je devais appeler le conseil d'administration pour retirer les accusations de fraude afin qu'elle puisse récupérer son avance de courtage. Je l'ai arrêtée au milieu de sa phrase. Je lui ai dit qu'elle avait demandé la responsabilité et qu'elle obtenait exactement ce pourquoi elle avait négocié, la responsabilité pleine et entière de ses propres actes. Je ne lui donnerai pas une seule action, je ne l'aiderai pas à rembourser le courtier et je ne prétendrai pas que nous avions une relation. J'ai raccroché, supprimé le numéro et n'ai pas vérifié mon téléphone pour le reste de la nuit. Les mois qui ont suivi ont été calmes. Chelsea a vendu la majeure partie de sa garde-robe de créateur et une voiture qu'elle ne pouvait plus s'offrir pour financer un accord de remboursement négocié avec la firme de courtage. Les retombées juridiques pour Craig se sont poursuivies avec des dépositions et des dépôts de pièces qui se sont étirés jusqu'à l'été, mais l'entreprise elle-même est restée intouchable. J'ai tenu parole concernant ma mère, subvenant à ses besoins de santé de base grâce à la fiducie, mais la maison du country club a été vendue aux enchères. Barbara a déménagé dans un appartement modeste en ville, et j'ai appris par le réseau d'amis qu'elle passait ses après-midi à se plaindre auprès de quiconque voulait l'entendre de cette fille qui avait réussi pour finalement devenir une étrangère. En avril 2027, les cornouillers dans le jardin de ma maison de ville étaient en pleine floraison, leurs pétales blancs recouvrant l'allée. Et une neuromotion était plus forte qu'elle ne l'avait jamais été.
nous nous sommes éloignés de l'accord avec l'acheteur rival, optant plutôt pour un partenariat qui nous permettait de conserver notre technologie en interne. J'ai promu les ingénieurs qui avaient réellement développé nos systèmes de base, établissant un programme d'actionnariat basé sur le mérite qui garantissait que les personnes qui bâtissaient la société en étaient les véritables propriétaires. J'ai engagé un nouveau directeur financier grâce à un processus de recrutement indépendant et rigoureux, et le conseil a appliqué une interdiction permanente de tout recrutement de partis liés sans un vote unanime du comité. Par un soir chaud, j'ai invité Elena, Eleanor et quelques-uns de mes plus anciens amis du laboratoire à dîner à la maison. La maison semblait chaleureuse et remplie de rires sincères. Il n'y avait pas d'agenda caché, pas de demande de prêt et pas de crise fabriquée à résoudre. Mon ancien téléphone personnel gisait dans un tiroir, la batterie morte depuis longtemps, son numéro changé et oublié. Je n'avais pas besoin de garder des gens proches simplement à cause des noms qu'ils utilisaient dans leurs contacts. Les personnes assises autour de ma table à manger étaient là parce qu'elles respectaient mon travail et tenaient à moi en tant qu'être humain, non pas comme une source de capital ou un instrument de leur ambition. Je m'assoyais en bout de table, écoutant le doux tintement des verres à vin et le rythme facile et confortable de la conversation. Je me suis souvenu de la nuit au country club, de la sensation du parquet contre ma paume et du silence terrifiant qui a suivi quand j'ai réalisé que j'étais vraiment seul. J'avais eu si peur de ce silence, convaincu qu'il signifiait que j'avais échoué. Mais maintenant, alors que je regardais les amis qui m'avaient aidé à traverser les décombres, le calme ressemblait à un soulagement. J'ai pris ma serviette et je l'ai pliée, regardant la lumière du soir se poser dans les coins de la pièce. Pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à un abandon, il ressemblait à ma vie. Vous pensez peut-être que les liens du sang sont plus forts que tout, mais cette histoire nous apprend que des limites saines sont la plus vraie forme d'amour. Vous avez absolument le droit de protéger le succès que vous avez durement gagné, même si cela signifie vous éloigner de ceux qui ne vous apprécient que pour ce que vous pouvez leur fournir. Ne confondez pas la culpabilité avec l'obligation, et rappelez-vous qu'une vraie famille mérite sa place dans votre vie par le respect et un soutien sincère, et non par la manipulation ou le sentiment que tout leur est dû. Si vous vous retrouvez à sacrifier constamment votre paix simplement pour maintenir la paix pour quelqu'un d'autre, sachez qu'il n'est pas de votre devoir de financer leur confort aux dépens de votre propre sécurité. Vous êtes l'architecte de vos propres limites, et vous méritez une vie libérée du poids de l'avidité des autres. Avez-vous déjà dû tracer une ligne rouge avec quelqu'un que vous aimez, et comment cette décision a-t-elle changé votre vie ?